Mes parents ont utilisé mon héritage de 80 000 € pour rembourser les dettes de ma sœur parce qu'elle en avait plus besoin. Des années plus tard, ils ont perdu leur maison et se sont présentés à ma porte en espérant s'installer chez moi. Je les ai laissés sous la pluie pendant que je passais un seul appel téléphonique. Ce que j'ai dit ensuite a tout changé. J'avais 25 ans quand j'ai découvert que mes parents avaient dépensé la totalité de mon héritage de 80 000 € pour payer les dettes de carte de crédit de ma sœur. Pas emprunté, pas investi, dépensé. Tout avait disparu sans une seule conversation, signature ou avertissement. Je m'appelle Caleb, et j'ai toujours été le garçon discret de la famille. Vous voyez le genre. Peu exigeant. Faisant profil bas. Ne faisant jamais de scène. Je n'ai pas eu de problème en grandissant, je ne faisais pas de crise au centre commercial, je n'exigeais pas le dernier iPhone chaque année, et c'est peut-être pour cela qu'ils ont pensé que je ne le remarquerais pas. Ou peut-être qu'ils supposaient simplement que je l'accepterais comme je le faisais toujours, en silence. J'ai grandi dans une petite ville avec deux parents très différents. Mon père était professeur d'histoire au lycée, stoïque, les lèvres pincées, citant toujours les présidents comme si c'était l'Évangile. Ma mère gérait une entreprise de restauration à temps partiel depuis notre cuisine, mais le plus souvent, elle était trop occupée à gérer les émotions des autres pour se soucier des siennes. Et puis il y avait Sadie, ma sœur aînée de 3 ans et la reine incontestée de notre foyer. Sadie ne pouvait rien faire de mal. Quand elle a détruit sa première voiture à 18 ans en envoyant des messages, papa a appelé cela un accident. Quand j'ai brisé une fenêtre avec une balle de baseball à 12 ans, c'était un comportement imprudent. Sadie a abandonné l'université 2 fois. J'ai obtenu mon diplôme en avance. Devinez lequel a eu la plus grande fête de remise des diplômes. Ce n'est pas que je la détestais. Pas au début. J'acceptais simplement nos rôles. Elle était l'émotionnelle. La tempête. J'étais le calme. Je suis devenu doué pour disparaître. Je passais des heures dans le garage à bricoler de vieilles technologies ou à faire du vélo dans le quartier. Les écouteurs dans les oreilles, essayant juste de respirer sans que quelqu'un me demande d'en donner plus. Je me disais que si je restais à l'écart assez longtemps, un jour il finirait par me voir. Pas seulement comme le petit frère de Sadie ou le garçon facile à vivre, mais comme une personne avec sa propre vie. Cette vie a finalement commencé à prendre forme quand j'avais 23 ans. Mon grand-père est décédé, le père de ma mère, et a laissé un modeste patrimoine. J'ai été stupéfait quand l'avocat a appelé et a dit que grand-père m'avait laissé 80 000 €. Je ne savais même pas qu'il m'appréciait autant. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais je me faisais toujours un devoir de l'interroger sur son jardin ou ses pires histoires quand nous lui rendions visite. Apparemment, cela comptait plus que je ne le pensais. Cet argent devait m'aider à acheter ma première maison. C'est ce que disait le mot, écrit à la main avec le stylo tremblant de grand-père, pour Caleb. Pour que tu puisses construire quelque chose à toi. Je n'ai pas touché à l'argent tout de suite. Je louais encore un minuscule studio et je travaillais à temps plein dans le support informatique en centre-ville. Je me suis dit que j'allais l'économiser jusqu'à ce que je trouve le bon endroit. C'était réconfortant de savoir qu'il était là, cette fondation invisible sous mes pieds. Je vérifiais le compte peut-être une fois par mois. Puis un jour, il avait disparu. C'est arrivé un mardi gris d'avril. Je m'en souviens parce que j'étais en pause déjeuner, écoutant à moitié un podcast tout en vérifiant mon solde bancaire. J'ai cligné des yeux devant l'écran, rafraîchi la page 3 fois, puis j'ai juste fixé le vide. 138,74 €. C'était tout. J'ai appelé la banque en panique, pensant que cela devait être une erreur. Une fraude, peut-être une sorte d'erreur système. Mais après une longue chaîne de transferts et de musique d'attente, j'ai eu ma réponse. Les fonds ont été légalement retirés par le co-signataire, a expliqué le représentant d'un ton neutre. Co-signataire, ai-je demandé, la voix creuse. Oui. Le compte a été configuré comme une fiducie de garde au nom de vos parents jusqu'à vos 25 ans. Mon anniversaire remontait à 2 semaines. Je venais d'avoir 25 ans. J'ai raccroché sans un mot de plus et je suis resté assis là, à fixer le mur de la salle de repos comme si quelqu'un avait coupé le sol sous mes pieds. Ma poitrine était serrée. Pas comme si j'allais pleurer, plutôt comme si j'allais vomir. J'ai d'abord appelé ma mère et elle a répondu comme si tout était tout à fait normal. « Salut chérie, comment va le travail ? Où est l'argent » ai-je demandé,
sautant les bavardages. Il y a eu une longue pause, puis sa voix a changé. Caleb, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. Nous en avions besoin pour Sadie. Je vous jure que je n'ai rien dit pendant 10 bonnes secondes. Je suis juste resté là, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Comment ça, besoin pour Sadie? Elle croulait sous les dettes, Caleb, a-t-elle dit avec ce ton blessé comme si j'avais d'une manière ou d'une autre blessé ses cartes de crédit, ses prêts étudiants, sa voiture allait être saisie. Et tu as pensé que mon héritage était la solution? Ne hausse pas le ton, a-t-elle répliqué comme si j'étais à nouveau un enfant. Je ne criais pas. Je n'étais même pas encore en colère. J'étais stupéfait, engourdi, flottant. Mon père a ensuite pris le téléphone. Sa voix était plus froide que jamais. Tu n'en faisais rien, a-t-il dit. Sadie avait besoin d'aide. Les familles s'entraident. Ton grand-père aurait voulu ça. J'avais envie de crier, mais à la place, j'ai posé une seule question. Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé? Silence. Nous savions que tu dirais non, a finalement murmuré ma mère. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas fracassé, pas explosé. Brisé comme la première fissure sur la glace. Le moment où j'ai réalisé à quel point ils me voyaient peu. Pas comme un adulte, pas comme un égal, pas même comme quelqu'un qui valait la peine d'être consulté. J'étais une ressource pour eux, une tirelire silencieuse. J'ai raccroché le téléphone. Je ne leur ai pas envoyé de message pendant des semaines après cela. Chaque fois que je voyais une photo de Sadie souriant sur Instagram, exhibant de nouvelles chaussures ou postant des selfies au brunch, je sentais mon estomac se tordre. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il m'avait pris. Ou peut-être que si. Peut-être qu'elle était dans le coup. Mais je ne pouvais pas supporter de le découvrir. Pas encore. Cet été-là, j'ai fait des heures supplémentaires au travail et j'ai arrêté de commander des repas à emporter. Je reconstruisais brique par brique, à partir de zéro. Je n'ai jamais dit à personne au bureau ce qui s'était passé. Je leur ai juste dit que j'économisais pour un acompte parce que j'avais toujours l'intention d'acheter une maison. Ce rêve n'avait pas disparu. Il était juste sous assistance respiratoire. Ce n'est qu'à Thanksgiving que je les ai revus. Ils m'ont invité comme toujours chez Sadie, car bien sûr, c'est elle qui recevait. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose m'a dit de me présenter. J'avais besoin de les voir. J'avais besoin de les regarder dans les yeux et de savoir s'ils ressentaient ne serait-ce qu'une once de culpabilité. Je suis entré avec une bouteille de vin et un faux sourire. Ma mère m'a serré trop fort dans ses bras. Mon père m'a fait un signe de tête raide. Sadie a à peine levé les yeux de son téléphone. « Et, petit frère ?» a-t-elle dit d'un ton neutre. « Contente que tu aies pu venir. » Le dîner a été un flou de petites conversations et de silences gênants. J'ai à peine mangé. Je n'arrêtais pas de fixer le lustre en cristal au-dessus de la table à manger, en pensant à combien il avait probablement coûté. Et puis, comme sur commande, ma mère a abordé le sujet. « J'ai entendu dire que les taux d'intérêt augmentent », a-t-elle dit avec désinvolture. « Tu ferais bien d'acheter une maison bientôt, Caleb. » J'ai failli m'étouffer avec mon eau. « Oui », ai-je dit doucement. « Si seulement j'avais l'argent. » Sadie a ri comme si elle n'avait pas saisi le ton. Mon père s'est raclé la gorge. « Eh bien, » a-t-il marmonné, « tu peux toujours revenir vivre à la maison si tu en as besoin. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé mon assiette pendant que mon sang bouillonnait sous ma peau. Ce fut la première vraie fissure. Le premier changement dans ma façon de les percevoir. Non pas comme des personnes imparfaites, mais comme des preneurs, des manipulateurs. Des gens qui ne voyaient que ce que je pouvais leur donner et jamais ce qu'ils avaient pris. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là était le début de la fin. Si Thanksgiving a été la première fissure, alors Noël a été le tremblement de terre. Je n'y suis pas allé en m'attendant à un moment digne d'un téléfilm. Après ce qui s'était passé avec l'héritage, ma confiance en mes parents et ma sœur ne tenait qu'à un fil, effiloché, fragile, et prêt à rompre à la moindre traction. Mais je me suis quand même présenté, espérant que peut-être que quelqu'un aborderait le sujet. Un simple « je suis désolé » m'aurait fait beaucoup. Une reconnaissance. N'importe quoi.
Je suis arrivé chez Sadie dans une voiture qui tremblait chaque fois que je dépassais les 60 km/h. Elle vivait en banlieue maintenant, dans l'un de ces nouveaux lotissements identiques où chaque maison avait une nuance de beige différente et une Lexus dans l'allée. Je me suis garé au coin de la rue pour faire de la place aux invités plus importants, comme mon père l'avait un jour souligné en plaisantant de manière passive-agressive lors d'un barbecue l'été dernier. Sadie m'a accueilli à la porte dans une robe rouge avec des talons assortis. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas connu la difficulté depuis des années. Son sourire était large, un peu trop large, le genre qui n'atteint pas vraiment les yeux. « Caleb » a-t-elle chanté. Il était temps. Nous commencions à nous demander si tu avais abandonné. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Je suis en avance de 10 minutes. Elle a ri comme si c'était une blague, même si ce n'en était pas une. Puis elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur sans un mot de plus. La maison était bondée. Famille élargie, amis, collègues de mes parents, même un voisin ou deux. J'ai reconnu quelques visages des Thanksgiving de mon enfance. Plus vieux maintenant, plus ronds, plus gris. Mes parents étaient déjà plongés dans une conversation avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Mon père m'a vu et a fait le signe de tête universel des pères. Ma mère a fait un signe de la main, distraite. Personne n'a dit « Eh, Caleb, comment tu tiens le coup ?» Personne n'a posé de questions sur mon travail, ma vie, ou n'a même proposé à boire. J'ai dérivé comme un fantôme entre les conversations, grignotant un biscuit et essayant de ne pas trop regarder mon téléphone. Puis je l'ai entendu, mon nom à l'autre bout de la pièce, fort, clair, venant de Sadie. « Caleb ne s'en soucie pas, disait-elle. Il a toujours été le garçon discret. Facile à vivre. C'est pourquoi maman et papa savaient qu'ils pouvaient compter sur lui avec cette histoire d'argent. » Des rires de plusieurs personnes. Je l'ai ressenti comme une gifle. Je me suis approché et mon estomac s'est noué quand j'ai réalisé ce qu'elle faisait, raconter une histoire sur mon héritage, sur mon argent, comme si c'était une anecdote familiale amusante, et non la trahison qui m'avait détruit. « Oh, allez » a-t-elle dit en souriant au groupe. Il ne l'utilisait pas. Il était juste là et j'étais littéralement enterré. 20 000 € de dette de carte de crédit. Ma voiture était au garage. Le loyer était en retard. Alors, maman et papa ont juste fait ce qu'ils devaient faire. Un de ses amis est intervenu. Exactement. Sadie a dit, rayonnante. C'était une décision familiale. Je me suis inséré dans le groupe tranquillement, mais l'air a immédiatement changé. Sadie a cligné des yeux. Oh, et, Caleb. Les autres se sont mis à bouger inconfortablement. Ma mère a surgi, un verre de vin à la main. Trésor, nous étions juste en train de raconter l'histoire. Ne sois pas si sensible. Tu veux dire l'histoire où tu as pris l'argent que grand-père m'a laissé et l'a donné à Sadie comme si je n'existais pas? Quelques personnes ont halté. Le visage de mon père s'est transformé en pierre. Caleb, a-t-il averti. Non, je suis curieux, ai-je dit maintenant. Pourquoi est-ce drôle que vous m'ayez volé? Que vous n'ayez même pas demandé. Que je l'ai découvert parce que mon solde bancaire a touché le fond et que j'ai cru être victime d'une fraude. Ce n'était pas du vol, a marmonné Sadie, son sourire disparu. C'était de l'aide. C'était mon argent, ai-je rétorqué sèchement. J'allais l'utiliser pour acheter une maison, pour construire un avenir à la place. Je loue toujours une boîte à chaussures pendant que tu exhibes ta nouvelle crédence de cuisine sur Instagram. Ne sois pas mesquin, a dit ma mère, tu as toujours été si doué avec l'argent. Nous savions que tu retomberais sur tes pieds. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Sans crier, sans jeter d'objets. J'ai juste ri. Un rire long, amer, épuisé, qui a fait taire tout le monde dans la pièce. Vous avez utilisé mon sens des responsabilités comme excuse pour récompenser son imprudence. Et vous pensez que c'est moi qui devrais être reconnaissant. Je ne suis pas resté pour le dîner. Je suis parti ce soir-là avec quelque chose de nouveau dans la poitrine. Quelque chose de plus aigu que la déception. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent. Il s'agissait de ce que cela révélait. L'ordre hiérarchique. Le fait qu'aux yeux de ma famille, je serais toujours le plan de secours. La deuxième option, la clé de rechange sous le paillasson, utile quand on en a besoin, ignorée sinon. J'ai passé le reste des vacances seul dans mon appartement,
réchauffant des restes de l'épicerie au micro-ondes et fixant les murs, et toujours aucune excuse, aucun message, rien. Puis est venu l'appel. C'était au début du mois de février, il faisait froid, de la neige fondue recouvrait les trottoirs, et je luttais contre une vilaine grippe quand mon téléphone a vibré. Était ma mère. Et, ai-je croassé. Sa voix était inhabituellement tendue. Caleb, nous devons parler. Je me suis préparé. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons des problèmes. Mon pouce est accéléré. Quel genre de problème? Financier, a-t-elle dit. L'hypothèque est sous l'eau. La pension de ton père ne couvre pas ce que nous pensions, et les taux d'intérêt. Eh bien, c'est compliqué. Je suis resté silencieux, attendant. Nous perdons la maison, a-t-elle finalement dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas comment le faire. 1000 pensées ont traversé mon esprit. Des souvenirs de ce salon. Ce vieux fauteuil inclinable où papa s'endormait avec un livre sur la poitrine. La cuisine où maman préparait des brioches à la cannelle chaque matin du Nouvel An. Le couloir où je restais à écouter derrière les portes. Toujours à l'extérieur à regarder à l'intérieur. Caleb, a-t-elle répété plus doucement maintenant. Nous avons besoin d'un endroit où rester juste pour un moment. Et voilà. Vous voulez emménager avec moi. Juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. J'ai regardé autour de mon appartement. Il était à peine assez grand pour une personne, et encore moins pour 3. Mais même si j'avais eu un manoir, cela n'aurait rien changé. Vous savez que je n'ai pas la place, ai-je dit. Nous pouvons nous arranger. Ce ne sera pas pour toujours. Et ça dit, ai-je demandé. Silence. Elle n'est pas une option, a dit maman. Je pouvais sentir les mots non dits flotter dans l'air. Bien sûr, Sadie n'était pas une option. Elle avait sa vie, sa maison parfaite, ses excuses. Caleb a de nouveau dit maman, la voix presque brisée. Nous avons besoin de toi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'eux. Pas de leur approbation, pas de leur miette d'affection, pas même de leur présence. J'avais passé la majeure partie de ma vie à me plier à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs règles. Mais à ce moment-là, leur désespoir, leur supposition que j'allais simplement dire oui. C'est alors que quelque chose a complètement changé en moi. Je ne lui ai pas donné de réponse tout de suite. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. J'ai raccroché et j'ai regardé mon téléphone. Et pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à planifier. Pas comment les sauver, comment leur montrer, leur rappeler ce qu'ils m'avaient appris. Que les actions ont des conséquences. Que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent pas. Et que parfois, les plus silencieux se souviennent de tout. Mais ce tournant, il n'est venu qu'avec la pluie, qu'avec le coup frappé à ma porte, que jusqu'au moment où je suis sorti, où je les ai vus trempés et frissonnants, et où j'ai passé un seul appel téléphonique. Après cet appel en février, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux pendant un moment. 2, peut-être 3 semaines. Assez longtemps pour que le silence s'installe comme de la poussière. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être en train de trouver une solution. Qu'ils allaient peut-être s'installer chez un cousin ou enfin s'appuyer sur Sadie, la favorite. Mais quand mon téléphone a de nouveau vibré en mars, et que j'ai vu maman clignoter sur l'écran, j'ai su que le silence n'avait été qu'un prélude. Cette fois, elle n'a pas demandé. Elle a affirmé. Nous avons vendu la plupart des meubles. Nous ne gardons que l'essentiel. Le camion de ton père est tombé en panne la semaine dernière. Nous pensons monter vendredi prochain. J'espère que ça ira. Pas de questions. Pas de battu de la place. Juste la supposition que j'allais réorganiser ma vie autour de la leur comme je l'avais toujours fait. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'avais besoin de temps, non seulement pour assimiler, mais pour me préparer, car quelque chose avait changé en moi après ce Noël, après l'héritage, après l'appel téléphonique où ils avaient admis qu'ils n'avaient jamais envisagé de me le demander en premier. Je n'étais plus seulement leur plan de secours. J'étais leur dernier recours, et je ne voulais être ni l'un ni l'autre. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai postulé pour un nouvel emploi. J'étais dans le support informatique depuis l'université. Même entreprise, même box beige, même script fatigué,
avez-vous essayé de l'éteindre et de le rallumer? Mais j'avais des compétences. Je n'étais pas tapa accent grave-l'œil, mais j'étais intelligent. Je connaissais les systèmes, l'automatisation, l'architecture des données. Alors, je m'y suis plongé. Je travaillais le jour, puis je passais mes soirées à passer des certifications en ligne, en infrastructure cloud, en pipeline DevOps, en script Python. Ce n'était pas glamour, mais c'était une issue. Je me suis donné un plan de 6 mois, non pas pour leur échapper, pour me réapproprier. Le premier refus est arrivé vite, puis un autre, et un autre. Mais à chaque fois, je m'améliorais, j'affinais mon curriculum vitae, je réécrivais mes lettres de motivation, je refaisais mon portfolio. J'ai arrêté de faire défiler les réseaux sociaux. J'ai arrêté d'attendre des messages qui ne viendraient jamais. J'ai commencé à mieux dormir. Certaines nuits, je marchais dans la ville juste pour respirer. Écouteurs en place, capuche sur la tête, invisible dans la foule. Je passais devant des panneaux immobiliers, des bars pleins de rire, des couples se disputant au coin des rues, et je ne ressentais rien. Pas d'envie, pas de tristesse, juste de la distance, comme si j'étais au bord de quelque chose de plus grand que ce que je pouvais encore voir. En avril, j'ai reçu un appel d'une start-up. Ils cherchaient un ingénieur back-end, quelqu'un capable de construire et d'optimiser des outils internes. J'ai fait un projet à domicile, j'ai réussi l'entretien et j'ai reçu l'offre une semaine plus tard. Cela payait 60% de plus que mon ancien travail. Travail à distance, avantages sociaux complets, option d'achat d'actions. Je l'ai accepté sans hésitation. Avec mon nouveau revenu, j'ai enfin recommencé à économiser. Pas pour une maison, pas encore. Pour la sécurité, pour avoir un levier, pour la version de moi-même qui ne tressaillait pas à chaque fois que le nom de ma mère apparaissait sur l'écran de mon téléphone. Pendant ce temps, les nouvelles arrivaient au compte-gouttes. Sadie m'a envoyé un message une fois, un message vague. Et, maman et papa ont dit que tu étais distant. J'espère que tout va bien. Je n'ai pas répondu. Ils ne s'étaient pas encore présentés, et je savais qu'ils attendaient que je cède, que je fasse l'offre, que je sois le bon fils. Je ne l'ai jamais fait. Au lieu de cela, j'ai commencé à chercher des appartements. J'ai déménagé en juin. Un 2 pièces cette fois. Toujours modeste, toujours simple, mais à moi. De hauts plafonds, de grandes fenêtres, des voisins calmes, une cuisine dans laquelle j'avais vraiment envie de cuisiner. J'ai signé le bail, j'ai engagé des déménageurs et je ne l'ai pas dit à mes parents. Je n'ai laissé aucune adresse de réexpédition. J'ai changé mon numéro pour une nouvelle ligne et je ne l'ai donné qu'à des amis en qui j'avais confiance. J'ai disparu. Cet été-là a été la première fois que je me suis senti libre. Pas nécessairement heureux, pas guéri, mais soulagé d'un fardeau. Il n'y avait plus de messages culpabilisants le dimanche, plus de dîners de famille gênants, plus de messages passifs-agressifs du genre juste pour prendre des nouvelles avec des attentes sous-jacentes, juste le silence. Et pour la première fois de ma vie, j'y ai trouvé la paix. J'ai commencé à courir, pas pour la forme physique, bien que cela soit venu aussi, mais pour me vider la tête, pour entendre ma propre respiration, pour me rappeler que j'étais en vie. Je courais le long du chemin de la rivière au coucher du soleil, les écouteurs remplis de musique d'ambiance, laissant la tension s'échapper de moi à chaque pas. C'est devenu une sorte de rituel, ma remise à zéro. En septembre, j'ai été promu. En octobre, j'ai lancé un projet parallèle, un outil d'optimisation du cloud que j'avais créé pendant mon temps libre et qui a commencé à gagner du terrain dans quelques communautés de développeurs. Un recruteur m'a contacté pour me demander si j'avais déjà envisagé de fonder une start-up. J'ai d'abord ri. Moi, Caleb, le plan de secours, le fils oublié. Mais quelque chose en moi a murmuré, pourquoi pas toi? Je ne me suis pas lancé à fond. Pas encore. Mais j'ai commencé à rédiger des idées, des maquettes, des plans d'affaires. Je n'avais aucune illusion de grandeur. Je voulais juste quelque chose qui soit à moi, quelque chose que personne ne puisse m'enlever. Pas avec une signature, pas avec un chantage affectif, pas avec un vote familial. Et dans le calme de cette phase de reconstruction, j'ai commencé à me rappeler qui j'avais été avant tout cela. Avant le vol, avant le favoritisme, avant les comparaisons constantes avec Sadie. Je me suis souvenu de l'enfant qui réparait les radios cassées juste pour voir comment elles fonctionnaient. De l'adolescent qui a un jour codé un site web entier sur le bloc-notes.
De l'étudiant qui a obtenu une bourse et n'a jamais demandé un centime à ses parents parce qu'il ne voulait pas être un fardeau. Je n'étais pas un fardeau. Je ne l'avais jamais été. Ils avaient juste besoin que je croie l'être pour pouvoir justifier la façon dont ils me traitaient. Cette réalisation m'a frappé comme un train de marchandises. Un matin de novembre, je buvais un café sur mon balcon quand mon téléphone, mon nouveau téléphone, a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité avant de répondre. Allô? Il y a eu un silence, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis presque un an. Caleb. C'était mon père. Je n'ai rien dit. Écoute, je sais que les choses ont été tendues et je sais que nous avons peut-être fait des erreurs. Peut-être, ai-je dit d'un ton plat. Il a soupiré. Nous sommes en ville. Les choses n'ont pas été faciles. Nous avons séjourné dans un motel. Nous avons épuisé la majeure partie de nos économies. Ta mère a été malade. Nous pensions juste que nous pourrions peut-être parler en personne. J'entendais la pluie en arrière-plan. Je les imaginais debout sous un lampadaire, les sacs à leurs pieds, des manteaux humides collés à leur dos. J'aurais pu dire non. Je voulais dire non. Mais au lieu de cela, je leur ai donné une adresse. Pas la mienne. Un parking vide à côté d'un petit parc. Je leur ai dit de m'y retrouver dans 1 heure, et je m'y suis présenté. Je les ai regardés se garer, leur voiture crachotant. Ma mère est sortie en premier, voûtée sous un parapluie, l'air plus mince que dans mes souvenirs. Mon père a suivi, son visage plus difficile à lire. Merci d'être venu, a dit ma mère, la voix tremblante. Je n'ai pas souri. Je ne suis pas ici pour vous offrir une chambre, ai-je dit. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, stupéfaites. La mâchoire de mon père s'est contractée. Nous sommes tes parents, a-t-il dit. J'étais votre fils, ai-je répondu. Jusqu'à ce que vous fassiez de moi un distributeur automatique. Il a commencé à pleuvoir plus fort. Caleb a de nouveau essayé ma mère, la voix brisée. Je passe un appel, ai-je dit en sortant mon téléphone. À qui, a-t-elle demandé, la panique s'installant. Je n'ai pas répondu. Je me suis éloigné de quelques pas, je leur ai tourné le dos et j'ai composé le numéro. Ce moment-là, le silence derrière moi, la pluie trempant mon sweat à capuche, l'air froid mordant mes doigts. Ce fut le moment où tout s'est cristallisé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. C'était l'aboutissement d'années passées à être négligées, utilisées et jetées. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran pendant un moment avant que j'appuie sur appeler. Je n'appelais pas la police, et je n'appelais pas un Uber. J'appelais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui attendait cela depuis aussi longtemps que moi, sinon plus. Et, ai-je dit d'une voix calme malgré la tempête derrière moi. Ils sont ici sur le parking, exactement comme nous l'avions prévu. Il y a eu une pause à l'autre bout. Alors je serai là dans 10 minutes. J'ai raccroché. Derrière moi, je pouvais les sentir me dévisager. Mes parents, trempés, désespérés, et maintenant mal à l'aise. Ma mère a appelé la première. Caleb, qui était-ce? Je n'ai pas répondu. Je me suis retourné, je les ai regardés tous les deux dans les yeux et j'ai dit, quelqu'un qui se souvient de ce que vous avez fait. Et puis je me suis éloigné, les laissant debout sous la pluie comme j'étais resté dans leur silence toutes ces années. Parce qu'il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de respect, de dignité, de responsabilité, et il était temps qu'ils ressentent ce que c'était que de perdre le contrôle. 3 mois plus tôt, j'avais commencé à planifier. Cela a commencé la nuit où j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Je me tenais dans ma cuisine vide, faisant tourner une bière froide d'une main, mon ordinateur portable ouvert sur le comptoir, quand un email est apparu de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis l'université, Jacob. Il avait été mon colocataire pendant 2 ans, à l'époque où nous étions des étudiants fauchés essayant de transformer de petits boulots en salaire. Nous avions tissé des liens autour de nouilles bon marché et de serveurs en panne. Mais après l'obtention de notre diplôme, nous avions suivi des chemins séparés. J'ai pris un emploi. Il a pris un risque, a créé sa propre entreprise, du conseil, puis du développement d'applications, et maintenant de la technologie immobilière. Je lui avais envoyé un message plus tôt cette semaine-là juste pour reprendre contact. Et maintenant, il me proposait de nous voir. Tu as déjà pensé à te lancer dans quelque chose de concret,
m'a-t-il demandé quand nous nous sommes finalement retrouvés dans un café du centre-ville. Comment ça? Je veux dire la propriété, les terrains, le développement. La technologie, c'est bien, mais tout est construit sur du sable. L'immobilier, c'est du roc. J'ai des investisseurs, des partenaires, mais j'ai besoin de quelqu'un qui connaît l'infrastructure back-end, l'automatisation, les bases de données. Je me souviens que tu avais un don pour les systèmes propres. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et je l'ai fait pendant des semaines. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'avais besoin de quelque chose de plus grand, d'une nouvelle identité, d'un héritage qui ne consistait pas seulement à survivre à la trahison, mais à construire quelque chose de plus fort à la place. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à esquisser le cadre, non seulement pour le logiciel, mais pour la vengeance. Je ne voulais pas humilier mes parents. Je voulais les surpasser. Je voulais devenir quelqu'un qui n'avait pas besoin d'eux, qui ne cherchait pas leur amour, qui ne mendiait pas leur louange. Mais cela ne signifiait pas que je n'exposerais pas la vérité. Car derrière chaque trahison, il y a un schéma. Et si je pouvais prouver ce schéma, non seulement à moi-même, mais aussi aux gens qui les entouraient, je pourrais leur enlever la seule chose à laquelle ils s'accrochaient encore, leur réputation. J'ai commencé doucement. D'abord, j'ai contacté l'avocat de la succession de mon grand-père, le même qui avait géré l'héritage. J'ai demandé s'il y avait eu une documentation, une clause qui restreignait spécifiquement les fonds à mon usage personnel. Il y en avait eu, la lettre que mon grand-père avait écrite était plus que sentimentale. Elle était jointe à la fiducie elle-même. Cet argent doit être conservé pour la première maison de Caleb, et ne doit lui être remis qu'à son 25e anniversaire. Cette clause signifiait que mes parents n'avaient pas seulement pris une décision égoïste. Ils avaient commis un abus de confiance. Techniquement, a dit l'avocat, vous avez des motifs pour intenter une action en justice, mais tout dépendra de si vous voulez les poursuivre devant les tribunaux. Émotionnellement, financièrement, c'est un grand combat. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas sûr de vouloir une bataille juridique. Ce n'était pas la vengeance que je voulais. Je voulais une ruine publique, un règlement de compte, pas avec des menottes, mais avec des conséquences. Alors, j'ai élaboré un nouveau plan. Chaque dimanche de cet été-là, je retrouvais Jacob. Nous avons commencé à travailler ensemble sur la plateforme immobilière, un site qui rationalisait les enchères de terrain, les portefeuilles d'investissement et les données historiques des actes de propriété. J'ai aidé à concevoir le back-end et à automatiser les extractions de données à partir de bases de données publiques. Pendant que je travaillais, je cherchais, et puis un dimanche de la fin août, j'ai trouvé quelque chose. Mes parents n'avaient pas seulement perdu leur maison à cause d'une mauvaise gestion de l'argent. Ils l'avaient utilisée comme garantie pour l'entreprise de Sadie, une start-up de mode boutique qu'elle avait lancée 2 ans plus tôt, celle avec le compte Instagram sophistiqué et zéro profit réel. Mes parents avaient co-signé un prêt pour l'aider à ouvrir un 2e emplacement. Et quand cela a fait un flop, parce qu'elle ne payait pas d'impôts, ne comprenait rien à la paie, et ne suivait même pas l'inventaire, la banque a saisi leur maison. J'ai sorti les dossiers publics. Tout était là. Le privilège, les lettres de la banque, la date des enchères. Ils n'étaient pas victimes de l'économie. Ils étaient victimes de leur propre favoritisme. Et j'en avais la preuve. Ensuite, j'ai contacté quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée, Tasha. C'était l'ancienne meilleure amie de Sadie. Enfin, ex-meilleure amie vu la façon dont les choses s'étaient terminées. Tasha avait été là pour toutes les premières crises de Sadie. Elle connaissait la famille. Elle avait été présente aux anniversaires, aux fêtes, et même à ces barbecues gênants dans le jardin où papa insistait pour faire tourner de vieux disques de jazz et citer Reagan. Nous nous sommes retrouvés pour un café et elle n'a pas mâché ses mots. Sadie ne prenait jamais rien au sérieux, a dit Tasha en sirotant un café glacé. Tes parents l'ont tiré d'affaire tellement de fois. Le loyer, les contraventions de stationnement, ce désastre de voyage à Bali. Mais le pire, c'est qu'elle s'y attendait comme si c'était son droit, et ils t'ont toujours traité comme un personnage secondaire. Je ne lui ai pas tout dit, juste que je travaillais sur quelque chose qui ferait la lumière. Tu penses à rendre ça public, a-t-elle demandé. Peut-être. Fais-le-moi savoir, a-t-elle dit. J'ai des captures d'écran. J'ai haussé les sourcils. De quoi? Elle a souri de toutes ses dents. Sadie se défoulant dans notre ancien groupe de discussion, se vantant d'avoir convaincu ta mère d'emprunter ton héritage.
Elle appelait ça une mission de sauvetage. Comme si tu le thésaurisais ou quelque chose comme ça. C'est là que j'ai su que ce n'était pas seulement de l'égoïsme. C'était un sentiment de droit absolu clamé dans un mégaphone. Je rassemble tout. Messages, documents judiciaires, relevés bancaires, déclarations d'entreprise, publications sociales. J'ai construit une chronologie, un dossier complet. J'ai écrit l'histoire pièce par pièce, les noms expurgés, mais les faits d'une clarté cristalline. Ensuite, j'ai fait ce à quoi il ne se serait jamais attendu. Je l'ai posté de manière anonyme sur un forum de conseils financiers. Mes parents ont dépensé mon héritage pour renflouer ma sœur. Des années plus tard, ils ont tout perdu à cause d'elle à nouveau. C'est devenu viral. Les gens ont disséqué chaque détail. Certains doutaient, d'autres compatissaient, mais la plupart étaient indignés. Je poursuivrai en justice. Couper les ponts. Les parents de l'auteur du post méritent chaque nuit froide qui les attend. Il ne s'agissait pas de validation. Il s'agissait de témoins. Et même s'ils n'avaient aucune idée que c'était moi, ils ont vite ressenti l'onde de choc, car la marque de Sadie, celle qu'elle essayait de relancer en ligne, a coulé. Les gens ont fouillé. Les captures d'écran ont refait surface. Un blogueur local a même écrit un article de réflexion sur le vol de richesse générationnelle, et plusieurs commentateurs ont fait le lien. Et Jacob, il a lu le post lui aussi. « C'est toi qui as écrit ça, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé un jour pendant le déjeuner. Je n'ai pas répondu. Il a juste souri. « Tu es prêt pour la prochaine étape ?» La prochaine étape était la raison pour laquelle j'ai passé cet appel. La personne que j'ai appelée sur ce parking n'était pas un avocat. Et ce n'était pas Tasha. C'était la partenaire commerciale de Jacob, Maya. Elle venait de conclure l'achat d'une douzaine de maisons saisies à travers la ville. Et devinez quelle maison d'enfance avait récemment été vendue aux enchères pour une fraction de sa valeur? C'est exact. Je ne l'ai pas achetée. Elle l'a fait. Et j'ai aidé avec des fonds que j'avais gagnés moi-même grâce à la plateforme que j'ai aidé à construire, grâce à la vie que j'ai reconstruite à partir des cendres de leur trahison. Mais ce que nous avions prévu de faire avec cette maison, c'est là que la vraie vengeance a commencé. Car je n'allais pas seulement leur refuser un abri. J'allais transformer la dernière chose qu'ils pensaient posséder, leur histoire, en un monument dédié à leur choix. Et quand je les ai vus debout sur ce parking trempé de pluie, me regardant comme une bouée de sauvetage, ils n'avaient aucune idée que la bouée avait disparu depuis longtemps, que je n'étais pas là pour les sauver. J'étais là pour leur montrer ce que j'avais construit sans eux. Et ce que j'allais dire résonnerait à leurs oreilles pour toujours. Je me suis détourné d'eux sous la pluie alors que je terminais l'appel. Ils se tenaient derrière moi, trempés et silencieux, leurs valises en plastique reposant dans des flaques d'eau à leurs pieds. Ma mère paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Ses épaules étaient voûtées vers l'intérieur, ses yeux faisaient des allers-retours entre mon visage et le bâtiment derrière moi, comme si elle cherchait une fenêtre ouverte par laquelle grimper. Mon père avait un visage de pierre, les lèvres serrées, la mâchoire contractée, pas de colère, mais de honte. Le genre qui vient non pas de la culpabilité, mais de l'impuissance. « Tu n'avais pas besoin d'appeler qui que ce soit », a dit doucement ma mère. « Nous ne sommes pas ici pour causer des ennuis. » Je me suis retourné lentement et calmement. « Mais vous l'avez déjà fait. » Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, une Tesla noire a remonté l'allée, ses pneus soulevant une nappe de brume. Maya est sortie, vêtue d'un élégant manteau noir et de talons, tenant un parapluie et un porte-bloc. L'expression de ma mère est passée de l'espoir à la confusion. Mon père a simplement plissé les yeux, supposant probablement qu'elle était une sorte de gestionnaire immobilière. Maya s'est approchée de moi, m'a fait un signe de tête poli, puis s'est tournée vers eux. « Monsieur et Madame Archer », a-t-elle dit. « Oui », a répondu mon père avec hésitation. « Je m'appelle Maya Calderon. Je suis la directrice générale de Axis Living, le groupe immobilier qui a récemment acquis le 412 avenue Bentwood. » Leurs visages se sont décomposés. « Vous avez acheté notre maison », a murmuré ma mère. « Exact », a dit Maya sans même cligner des yeux. Elle a été acquise lors d'une vente aux enchères de saisie immobilière il y a 3 mois et est actuellement en cours de rénovation pour un nouvel usage. Mais c'était notre maison. C'était, a dit fermement Maya. Elle fait désormais partie d'un projet de logement communautaire que nous construisons pour les anciens combattants déplacés.
La propriété est reconvertie en un foyer de soutien et un centre de mentorat. Je me suis avancé. J'ai aidé à concevoir le programme, ai-je ajouté. Chaque pièce est convertie en quartier d'habitation, en espace d'études ou en bureau de thérapie. Le garage devient un atelier de formation professionnelle. Mon père avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Tu transformes notre maison en quoi? Un abri? Non, ai-je dit. En quelque chose d'utile. Ils n'ont rien dit. La pluie dégouttait régulièrement des manches de mon père. Les lèvres de ma mère tremblaient. Nous sommes venus te voir parce que nous n'avions nulle part où aller, a-t-elle finalement dit. Et je vous ai donné ce que vous m'avez donné, ai-je répondu. Silence. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Dépenser mon héritage de 80 000 € pour Sadie et ne jamais me le dire ne l'était pas non plus. En rire à Noël comme si c'était une blague ne l'était pas non plus. Agir comme si je vous devais de la loyauté après que vous m'avez traité comme la pièce de rechange de cette famille ne l'était pas non plus. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Maya a regardé sa montre. Nous avons un entrepreneur qui arrive dans 15 minutes. Si vous n'avez pas quitté la propriété, je devrais appeler la sécurité. Ils n'ont pas bougé. Ne fais pas ça, a supplié ma mère. Nous sommes toujours tes parents. J'ai laissé échapper un lent soupir, puis j'ai hoché la tête. Vous l'êtes, et je suis toujours votre fils. Celui que vous n'avez jamais vraiment vu. Celui vers qui vous ne vous êtes tourné que lorsque vous n'aviez plus rien. Ensuite, j'ai plongé la main dans la poche de mon manteau et je leur ai tendu une enveloppe. Ma mère l'a prise avec des mains tremblantes et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 1 500 €. Ce n'est pas un foyer, ai-je dit. Mais c'est suffisant pour un hôtel et un billet de bus. Je vous donne cela non pas parce que je vous dois quoi que ce soit, mais parce que je ne suis pas comme vous. Les larmes sont montées à ses yeux. Mon père n'a pas dit un mot. Après cela, ai-je ajouté, nous en avons terminé. Plus d'appels. Plus de surprises. Vous avez fait vos choix et j'ai fait les miens. Je me suis retourné pour m'éloigner. Caleb, a dit mon père. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Il a parlé doucement comme quelqu'un qui admet une chose qu'il a niée pendant des années. Nous avions tort. La pluie a noyé le reste. J'ai continué à marcher. 1 an plus tard, le centre communautaire a ouvert ses portes. L'ancienne maison était méconnaissable. De la peinture fraîche, des panneaux solaires, des rampes d'accessibilité et une nouvelle plaque à l'avant avec le nom que j'avais choisi. La maison archée pour le renouveau. Il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait de moi, de réclamer le nom qu'ils avaient essayé de salir et de l'utiliser pour quelque chose de bien. J'ai prononcé un discours lors de l'ouverture, je l'ai gardé court, honnête. J'étais autrefois le garçon discret à l'arrière-plan de chaque photo de famille. Celui qu'il était facile d'ignorer, facile d'utiliser. Mais parfois, ceux qui sont silencieux le plus longtemps sont ceux qui entendent le plus et se souviennent de tout. Applaudissements. Je suis descendu de l'estrade, j'ai serré des mains, j'ai posé pour des photos. Ce soir-là, j'ai marché dans l'ancien couloir où se trouvait ma chambre d'enfant. C'était maintenant une salle de lecture. Un garçon d'à peine 10 ans était assis en tailleur sur le sol, feuilletant un livre sur la robotique. Il a levé les yeux vers moi et a souri. Et, a-t-il dit. Ils ont dit que c'est toi qui as fait cet endroit. Je lui ai rendu son sourire. Oui, j'ai aidé. Il a hoché la tête, s'est replongé dans son livre, et je suis resté là pendant un long moment, à écouter simplement le silence. Mais cette fois, il ne m'a pas semblé solitaire. Il m'a semblé mérité, car parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est la transformation. Et parfois, la voix la plus forte est celle qui décide enfin de parler.